En tout juste 60 ans, nous en sommes arrivés à ceci. Des microprocesseurs contenant des milliards de transistors. Ils sont l'expression ultime de la puissance à laquelle il est possible de parvenir quand on a compris le monde de la matière. Pénétrer au plus profond de la matière a transformé la société humaine. Les immeubles dans lesquels nous vivons, la façon dont nous nous déplaçons, la manière dont nous communiquons. Tout notre mode de vie résulte en grande partie des efforts qui ont été réalisés pour comprendre de quoi est fait notre monde. Et le voyage est loin d'être terminé. Il reste de nouveaux niveaux à découvrir, toujours plus étonnants. Ce qui nous semble inexplicable aujourd'hui est peut-être simplement ce que nous ne comprenons pas encore. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même.
jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de deux tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Billes ou vagues? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Dans la mécanique quantique, nous ne savons pas nous situer dans le monde à nous-mêmes en tant qu'observateurs. Nous ne savons pas comment nous traiter à nous-mêmes comme observateurs, comme une partie en plus du système physique que nous décrivons. La seule façon que nous connaissons d'étudier la mécanique quantique, comme on l'entend traditionnellement, c'est en maintenant l'observateur en dehors du système qui est décrit. Quand on le met dedans, on se retrouve devant tout ce paradoxe. Et en mécanique quantique, nous nous voyons obligés de dire des choses comme « Regarde, le livre fait ce qu'il fait pour la mécanique quantique, et moi je le vois parce que je suis là et je le vois. Et c'est mieux que tu ne tentes pas d'analyser la deuxième partie de la phrase depuis un point de vue de la mécanique quantique, parce que cela ne marchera pas. C'est pour cela qu'il y a deux lois de l'évolution des systèmes physiques. Une pour quand tu ne regardes pas, et une autre pour quand tu le fais. Mais c'est de la folie. Il est impossible d'arriver à mathématiser ou que l'on applique une formule mathématique à l'acte même dans lequel un observateur conscient trouve la réponse. Les gens disent, mais s'il y a des dispositifs de médiation, l'appareil l'enregistre et il est là, dans une cassette enregistrée. Mais si j'oublie une partie de l'équation, quelqu'un doit regarder la cassette. Et jusqu'à ce que quelqu'un la regarde. Sur la cassette, il n'y a rien. Quand tu ne regardes pas, il y a des zones de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Il est facile de créer des situations dans lesquelles les équations du mouvement prévoient que, par exemple, l'onde de fonction, le psi d'un ballon de basket, se distribue de façon uniforme sur tout le terrain. Nous n'avons aucune idée de l'aspect que pourrait prendre un tel état. Selon la loi de la mécanique quantique, en théorie, c'est un état dans lequel la question n'a même pas de sens d'être formulée. Où est le ballon? Cela correspond, selon la loi de la mécanique quantique, à demander où est un ballon de basket dans la psi est réparti de façon uniforme sur tout le terrain. C'est l'équivalent logique de demander, par exemple, l'état civil du numéro 5. Vous comprenez? Il ne s'agit pas du fait que tu ne connaisses pas la réponse. Il ne s'agit pas que tu saches si le numéro 5 est marié ou pas. Pour commencer, la réponse est totalement inappropriée. Le numéro 5 n'a pas d'état civil. Pas de sujet sur lesquels poser une question. Et de la même manière, une balle dont la fonction d'onde est distribuée de façon uniforme sur tout le terrain, par cohérence, n'a pas de position que l'on puisse définir. Le fond du problème du mesurage est autre. Même si l'équation de Schrödinger prévoit, dans certains cas, les circonstances que nous savons reproduire dans un laboratoire, les ballons devraient se présenter dans des états pour lesquels il n'y a pas de phénomène compréhensible, des états dans lesquels on ne peut pas formuler une question raisonnable sur leur emplacement. Et même ainsi, lorsqu'on regarde le terrain dans ces situations, nous voyons toujours un ballon ici, un ballon là-bas, et un autre encore plus loin. Le
fait de voir le ballon dans un endroit précis, au lieu de le voir comme s'il s'agissait de science-fiction, impossible à imaginer puisque nous ne pourrions pas demander sa position, et également le fait de toujours le voir dans un endroit concret, est un non-accomplissement explicite des équations du mouvement. Et c'est exactement à ce point que le problème du mesurage surgit. Si nous regardons, des choses se passent, sinon, rien. La question est, jusqu'où vous voulez aller dans le fond du terrier? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. L'idée qui sous-tend la mécanique quantique, c'est que le monde est beaucoup plus riche que ce que l'on en voit. Lorsque l'on regarde une particule, on la voit en un endroit et un seul. Selon la physique quantique, quand on ne la regarde pas, cette particule existe partout. La probabilité est peut-être plus forte de la voir à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais l'éventail de possibilités est en fait infiniment vaste. La mécanique quantique introduit des ondes partout, même pas attachées à la matière. Les électrons sont des ondes, donc remplissent tout l'univers. Un électron remplit tout l'univers, donc il y a déjà la notion de vide va être fortement bouleversée. Mais s'il s'agissait d'objets quantiques, nous pourrions être plus sceptiques. Jusqu'à quel point pouvons-nous supposer que les systèmes que nous observons existent réellement, avec toutes leurs propriétés, indépendamment de notre observation et avant même notre observation? Moi, je voudrais poser une question certainement basique. Comment le système sait qu'on le mesure? Vous parliez, le premier intervenant disait c'est parce que, enfin, pourquoi les franges d'interférence, etc. Et l'explication dit parce qu'il y a une mesure. Mais comment le système sait qu'il est mesuré? Mais personne n'en sait rien. C'est ça le truc, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, quand le système, je reviens toujours à l'exemple de l'électron dans un état superposé. Quand l'électron est dans l'état A plus B. D'accord? Si je ne fais pas de mesure, il demeure dans l'état A plus B. Maintenant, si je fais une mesure de la position, je vais trouver B. Donc, aussitôt après la mesure, l'état quantique de l'électron, ça ne sera plus A plus B, puisqu'il est localisé, ça sera B. Donc, quand je fais une mesure, le système passe de A plus B à B, en l'occurrence. Mais il y aura d'autres cas où sur le même système, si je refais une mesure de position, je trouverai non pas B, mais A. Et dans ce cas-là, après la mesure, l'état du système, ça sera A et pas B. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un système, parce qu'il est mesuré, réduit son paquet d'ondes, il transforme la somme qui le décrit en un terme unique? On n'en sait rien. Il y a des gens qui ont pensé que c'était la conscience de l'observateur. Il y a des gens, voilà, etc. Il y a des tas d'hypothèses qui ne sont pas tranchées. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est une question ouverte, si vous voulez, parce que quand vous avez un tel phénomène qui se produit, on a envie de se poser la question que vous posez, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'acteur de la réduction du paquet d'ondes? Est-ce que c'est l'appareil de mesure?
Est-ce que c'est la particule qui se dit, tiens, on m'observe, je vais prendre position, parce que c'est au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire cette ambivalence dans laquelle je suis va énerver les gens. Donc non, mais dans la vie, ce qui est marrant, c'est que le monde quantique ressemble au monde dans lequel nous sommes. Quand vous êtes observé vous-même, il y a un certain nombre de comportements que vous annulez. D'accord? Regardez, au feu rouge, les gens se grattent le nez sans savoir qu'ils sont observés. Et puis dès qu'ils se voient qu'ils sont observés, ils arrêtent. Donc le fait que l'observation change nos comportements est quelque chose d'assez commun dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde social. Et l'étonnant, c'est de le retrouver d'une certaine façon, et je mets des guillemets, dans le monde quantique. À l'Assemblée, il y a beaucoup plus de députés quand il y a des caméras. D'accord? Donc vous êtes d'accord que l'observation change nos comportements. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ».
Mais le phénomène le plus étrange a lieu lorsque l'on place des détecteurs à côté des fentes. Lorsque les photons sont sous surveillance, le motif de l'onde disparaît. Si on retire les détecteurs, il réapparaît. Cette expérience laisse supposer que nous pouvons modifier le comportement de la réalité simplement en l'observant. Cela voudrait-il dire que la réalité n'existe pas ? La réponse moderne à cette question est que le chemin emprunté par le photon ne fait pas partie de la réalité. En conséquence, nous ne pouvons pas déclarer que le photon passe par telle ou telle fente. Nous ne pouvons pas non plus dire que les photons passent à travers les deux fentes. Ce type d'expression n'est plus applicable. Devrions-nous continuer à récolter les fruits de la mécanique quantique et accepter qu'à cette échelle, la nature fonctionne selon des règles qui resteront à jamais mystérieuses ? Ce qu'il faut retenir, et qui est très intéressant, c'est que la physique quantique est née il y a près d'un siècle, et pourtant, nous continuons à en fixer les bases. Je crois que lorsque nous la déterminerons avec certitude, ce sera une véritable révélation. Nous découvrirons quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que nous pensions. Si les théoriciens de la physique quantique ont raison, nous ne comprendrons jamais les fondements de notre univers. Nos espoirs de trouver une théorie définitive seront déçus et l'humanité se heurtera à un mur qu'elle ne pourra pas franchir. Mais aujourd'hui, un groupe de scientifiques rebelles, de plus en plus nombreux, pense qu'il pourrait y avoir une explication logique à l'invraisemblance de la mécanique quantique. Et l'espoir de découvrir l'ultime vérité de l'univers peut renaître. Donc le titre, le quantique des quantiques, le monde existe-t-il? C'est un titre qui a l'air un peu compliqué. Donc c'est une théorie qui est basée sur l'algèbre linéaire, bon souvenir de prépa, et qui régit le monde microscopique. C'est-à-dire c'est une théorie, aussi bizarre soit-elle, dès qu'on va vouloir essayer d'expliquer des phénomènes comme les évolutions d'atomes par exemple, on va être obligé de l'utiliser. C'est incontournable maintenant. Et donc dans cette théorie, un système, l'état d'un système va être représenté par un vecteur. Le vecteur, c'est un objet qu'on connaît bien. Et ce vecteur état, il va être solution de l'équation, la célèbre équation de Schrödinger. Donc je n'ai pas écrit l'équation de Schrödinger, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est linéaire. Et comme elle est linéaire, les profs de prépa vous l'ont souvent dit, pour une équation linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est également solution. Ce qui veut dire que si notre système peut être dans différents états, alors il peut également être dans une combinaison linéaire de ces différents états. C'est ce qu'on appelle la superposition d'états quantiques. Il y a même plus fort que ça. Si là j'utilise une notation un peu obscure et propre aux physiciens quantiques, le ket pour décrire l'état, donc si j'ai l'état psi de mon système qui peut se décomposer à la fois comme un état 1 et un état 2, le coefficient qui est juste devant, si je l'élève au carré, ça va me donner une probabilité. Ce qui montre qu'intrinsèquement, la physique quantique, ce n'est pas un modèle déterministe. Ça ne nous dit pas notre atome, il est dans tel état, il est dans tel état. Il nous dit juste, il est dans une combinaison linéaire de ces états. Et les coefficients de devant, ils vont nous donner la probabilité qu'on a de l'observer dans cet état. Dans la vie de tous les jours, on n'observe pas des gens qui sont en superposition d'états. Du coup, il a fallu un postulat pour relier ce qu'on observe, les calculs, avec nous, notre expérience quotidienne du monde macroscopique. C'est ce qui s'appelle le postulat de réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on mesure un système, eh bien, il ne sera plus en superposition d'états, il va se cantonner à cette valeur qu'on a observée et il va se comporter comme un système macroscopique, bien connu. Maintenant que j'ai fini la partie théorique, vous pourrez respirer, quel sens on peut donner à ces lois? Parce que maintenant c'est bien beau, c'est de la physique, c'est des mathématiques, ça marche, mais si on essaye de comprendre ce qu'elles peuvent impliquer d'un point de vue philosophique. Le premier à y avoir vraiment réfléchi, c'est Schrödinger, celui même qui a fait la célèbre équation qui donne l'évolution des états quantiques. Et Schrödinger a dit, si on prend une boîte, qu'on y place un atome, un noyau radioactif qui a une chance sur 2 de se désintégrer, et que ce noyau radioactif est relié à un système qui, dès lors que le noyau va se désintégrer, casse une fiole contenant du poison, et le physicien un peu sadique aura rajouté un chat à côté du poison, eh bien, dès que l'atome va se désintégrer, normalement, le chat va mourir. Sauf que la physique quantique, elle ne nous dit pas que l'atome, il se désintègre ou il reste intact. Elle nous dit qu'il est une combinaison des deux. Il est à la fois intact et à la fois désintégré.
ce qui veut dire que le chat, dans la boîte, est à la fois mort et vivant. Ce qu'on peut écrire en utilisant toujours les notations des physiciens quantiques, que le chat est une combinaison linéaire de mort et de vie, avec un facteur 1 sur racine de 2 pour que la somme des probabilités fasse 1 et que les mathématiciens soient contents. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'avant qu'on ait ouvert la boîte, le chat il est à la fois mort et vivant. Sur le papier, c'est beau, mais qu'est-ce que ça peut signifier? Après avoir fait toutes ces théories, il faudrait quand même se demander si elles ont un sens réel. Et ensuite, quelque chose d'encore plus surprenant, une fois qu'on ouvre la boîte, notre chat il ne va pas être en superposition d'état. Il va être soit mort, soit vivant. Et donc, on peut le schématiser ainsi, c'est-à-dire que la mesure de notre système l'a fait passer d'un état de superposition à soit l'état vivant, soit l'état mort, avec une probabilité de 1,5 pour chacun. C'est comme si le système savait qu'on le mesurait. Dès qu'on ouvre la boîte, notre chat, notre atome, sait qu'on l'observe et va cesser il va se cacher de son état quantique. Il va soit se mettre désintégré, soit intact. Il ne veut pas se montrer à nos yeux sous ces deux formes à la fois. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la mesure quantique. Pourquoi rien que le fait de mesurer, ça va influer autant sur les systèmes? Maintenant, les courants philosophiques, quelques-uns de ces courants philosophiques pour essayer d'expliquer ces bizarreries propres à la mécanique quantique. Car jusqu'à présent, c'est que dans ces genres de théories qu'on retrouve des paradoxes de ce genre concernant l'existence ou non d'un chat mort ou vivant. Donc les idéalistes, courant représenté par Eugène Wigner, qui est un physicien. Tous ceux que je vais vous présenter n'ont rien de savant totalement étrange ou loufoque, ce sont des physiciens, mais à côté de leurs travaux en physique, ils ont essayé de s'interroger sur la signification philosophique de leur recherche. Donc pour Eugène Wigner et ses collaborateurs, c'est la conscience qui va décider de l'état final du système. Ça peut paraître bizarre, parler de conscience en physique, mais selon lui, quand on va ouvrir la boîte, notre chat à l'intérieur, il est à la fois mort et vivant. Il est dans un état de superposition. Et notre œil va se mettre lui aussi dans un état de superposition. Un œil qui voit un chat mort, un œil qui voit un chat vivant. Pareil pour le nerf optique, jusqu'à ce qu'on atteigne la conscience. Et la conscience, elle va fixer et décider de l'état du système, selon la philosophie idéaliste. Maintenant, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'ils nous disent comme ça, on peut s'interroger. Donc, comme je disais, c'est la conscience qui va fixer l'état du système. Une première question, c'est comment le système va savoir que la conscience, par exemple, a décidé qu'il devait se mettre dans un tel état. On peut dire que l'état va disparaître instantanément, sans énergie. Il va savoir tout seul. Ou alors que la conscience va émettre un signal, restera à en préciser la nature, qui remonterait le cours du temps. Parce que les systèmes, en l'occurrence le chat, il ne va pas attendre que le message soit arrivé jusqu'à la conscience pour décider s'il est mort ou vivant. Il va le faire dès qu'on ouvre la boîte. Donc ça supposerait que notre conscience envoie un message qui va remonter le cours du temps pour dire au chat « faut que tu sois mort là ». Et pire encore, si on n'a accès au résultat qu'un an après. C'est ce qui arrive dans les accélérateurs de particules. Souvent, ce sont des ordinateurs non dotés de conscience qui enregistrent toutes les données. Et le physicien, le brave physicien, sur son écran, il a accès qu'au résultat plusieurs mois ou voire un an après. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement au moment où le physicien lit les résultats qu'il va fixer un état qui a eu lieu un an auparavant? Ça veut dire que cette fois-ci, c'est plus l'histoire de quelques millisecondes, le temps que ça arrive à l'œil. On remonte sur des échelles de l'année. Et là, on a vraiment des idéalistes intégristes, extrémistes, si je puis dire, qui disent que la conscience a un rôle tel dans la perception qu'on a du monde réel que le monde n'existerait pas sans être conscient. C'est-à-dire que si je tourne le dos à quelque chose, il peut très bien ne pas exister. Et un autre problème de Wigner, ce qu'il a dit, ça c'est si moi je regarde les résultats, mais je ne suis pas tout seul. Si c'est un ami qui le fait, qui va fixer les résultats? Moi ou mon ami? Est-ce que je dis que mon ami il a une conscience telle qu'il est capable lui aussi de fixer des résultats, puis ensuite de me les communiquer? Ou alors que la seule chose dont je suis vraiment sûr, c'est que moi j'existe? Et est-ce que ça voudrait dire que mon ami va lui aussi se mettre dans une superposition d'états et que c'est moi qui vais lui imposer l'état dans lequel il se trouve? Ça voudrait dire que ma conscience, quelque part, se placerait au-dessus des autres et que les autres seraient des êtres subordonnés à ma conscience. Et donc, en termes philosophiques, ça serait l'intersubjectivité, donc on a la communication des consciences, contre le solipsisme. C'est la théorie du « moi j'existe » et les autres, ils existent en apparence, mais j'en ai aucune preuve et ils sont subordonnés à mon bon désir.
Ensuite, on a les matérialistes qui, eux, nous disent « Non, non, il n'y a pas d'histoire de conscience, quoi que ce soit. La physique quantique, elle dit les bons résultats de A à Z, elle ne se trompe pas. » Donc le premier, c'est Hugh Everett, qui a dit que, effectivement, le chat, il est à la fois mort et vivant, et quand on ouvre la boîte, il choisit un des deux états. En fait, il ne va pas choisir un des deux états. Il va être dans les deux états. C'est juste que l'univers va se séparer en deux. Un univers dans lequel le chat sera mort, un univers dans lequel le chat sera vivant. C'est très élégant. Il n'y a pas moyen de le prouver jusqu'à présent. Donc, c'est très joli, hein, c'est ce qu'on peut dire. Mais il y a une autre théorie qui est assez en vogue en ce moment, c'est la décohérence quantique. C'est-à-dire que oui, effectivement, les états de superposition, ça existe, mais seulement à très petite échelle. Parce que le problème, c'est que dès qu'on va avoir une trop grande échelle de mesure, ça va multiplier les interactions entre notre système mesuré et l'environnement. Et ces interactions, on montre mathématiquement qu'elles ont tendance à tuer les superpositions d'états. Donc cette théorie est encore incomplète, mais elle apporte des premières vérifications expérimentales pour le moment. Donc c'est ce qui fait qu'en ce moment, c'est un peu la favorite parmi les physiciens qui cherchent une interprétation. Ensuite, on a les déterministes, comme Albert Einstein. Albert Einstein, il a contribué à l'élaboration de la théorie quantique. Mais il a dit, c'est bien beau ces trucs de probabilité, mais Dieu ne joue pas au dé. Et la physique quantique a beau être une jolie théorie, elle est juste pas complète. Et c'est donc qu'il doit exister des variables cachées. C'est le terme physique pour dire d'autres degrés de liberté auxquels on n'a pas accès. Mais si on prend ces autres degrés de liberté en compte, en fait, on se rendra compte que ces états de superposition, c'est juste une mauvaise interprétation d'un phénomène bien plus grand, d'une théorie bien plus grande qui engloberait davantage de phénomènes. Et nous, sur notre bonne vieille Terre, à 1 milliard d'années-lumière de là, on va observer le photon qui vient du quasar. Et c'est seulement, la théorie le montre, et c'est vérifié par expérience, c'est seulement au moment où on mesure le photon, qu'on mesure sa vitesse ou sa position par exemple, sur la Terre, qu'on va fixer le chemin qu'il a emprunté. Ici, celui du haut ou celui du bas. Ça veut dire que notre observation, elle choisit quel chemin a été pris, mais il y a 1 milliard d'années. C'est-à-dire que notre observation maintenant, elle influe sur des événements qui ont eu lieu il y a 1 milliard d'années. Je vous ai présenté plein de courants philosophiques, le dernier, et parmi surtout le majoritaire, celui le plus représenté actuellement, c'est l'interprétation de Copenhague, ou le positivisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la physique quantique, elle a des aspects très bizarres, mais elle ne porte pas sur la nature des choses, sur la réalité. Elle est là seulement pour augmenter notre connaissance qu'on a sur la réalité. En gros, la physique quantique, ça marche, ça donne des bons résultats, c'est vérifié, c'est vérifiable, et c'est vérifié. Et c'est ça l'essentiel. Merci de votre attention. Si l'on attaque le problème du voyage dans le temps sous l'angle de la mécanique quantique, on peut s'attendre à tout. Toutefois, les conclusions stupéfiantes de l'expérience des fentes de Young ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières années, la technologie a permis aux scientifiques de procéder à une variation fascinante de cette expérience. Et les résultats remettent en question notre perception même du temps. C'est un peu une version high-tech de l'expérience des fentes de Young. On projette des électrons sur un panneau à 2 fentes, mais les scientifiques peuvent attendre, avant de décider de les observer ou non, que les particules aient franchi les fentes, tout en n'étant pas encore parvenues au 2e panneau. C'est comme si je me trouvais sur un terrain de baseball et qu'on tirait une balle en direction du panneau à fentes. Je ferme les yeux, donc la balle passe par les fentes en se comportant comme une onde. Mais au dernier moment, avant que la balle ne touche le 2e panneau, j'ouvre les yeux et je l'observe. À ce moment-là, les électrons redeviennent des particules et semblent s'être comportés comme tels depuis le début de leur trajectoire. Donc c'est comme si elle remontait le temps jusqu'à avant les fentes pour décider de passer à travers l'une ou l'autre, et non pas à travers les deux à la fois comme elle l'aurait fait en se comportant comme des ondes. C'est de la folie. C'est ça l'énigme. Notre choix de la façon dont sera menée l'expérience détermine l'état antérieur de l'électron. D'une façon ou d'une autre, on a une influence sur la particule, qui semble agir dans le passé.
Les scientifiques commencent seulement à entrevoir l'impact de ces mystères microscopiques sur le voyage dans le temps et sur le fait de modifier le passé dans notre monde. Mais une chose est claire. Les règles qui régissent ce monde subatomique nous font entrer dans un univers tout aussi mystérieux que de la science-fiction. La physique quantique semble même suggérer que la réalité n'est que le fruit de notre imagination. Entre sans crainte dans un de ces modules. Je suppose qu'à ce stade, tu auras mesuré l'importance de mon invention et tout ce qu'elle va bouleverser. Mais le père véritable de l'étrange dans l'extravagant monde de la physique quantique est l'entrelacement. Si la symétrie d'inversion temporelle termine la notion du temps, l'entrelacement détruit notre expérience de l'espace. Deux objets, deux électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et, comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. L'espace n'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. Nous sommes-nous suffisamment enfoncés dans le terrier ? Oui, alors on est ici à l'école de physique de Genève où se réalise un des projets du pôle de photonique quantique, celui qui concerne les communications quantiques, et plus particulièrement quelque chose de fascinant qui s'appelle la téléportation quantique, qui consiste à pouvoir faire disparaître un objet d'ici pour le faire réapparaître là, et ceci sans qu'il existe entre deux. Alors ça a l'air complètement magique et c'est effectivement un lieu où la science rejoint un peu la science-fiction. On va peut-être tout de suite quand même préciser une chose, c'est que quand je dis que l'objet disparaît là, c'est pas que la matière disparaisse, mais c'est que toute la structure de l'objet disparaît. Et de l'autre côté, la matière est déjà là, mais elle n'a aucune structure au début, et ce n'est qu'à la fin du processus de téléportation qu'elle acquiert toute cette structure. Alors donc, l'objet passe d'un côté à l'autre sans exister entre deux. Comment est-ce possible? Par où est-ce qu'il passe? Alors, il ne passe pas dans notre espace habituel, il utilise une propriété de la physique quantique qui s'appelle l'intrication. C'est une propriété que peuvent avoir deux ou plusieurs particules qui, même si elles sont séparées dans l'espace, continuent à former un seul tout. Alors du moment que ça forme un seul tout, lorsqu'on agit d'un côté, c'est le tout qui réagit, donc aussi l'autre côté. Et donc c'est comme ça qu'en téléportation, en agissant d'un côté, on va pouvoir avoir l'objet de l'autre côté qui réagit. Et ça sert à envoyer des messages secrets. Enfin, l'idée est simple, puisque vous avez ici quelque chose qui disparaît, qui réapparaît là, mettons-y un message. Ce message, comme il n'existe nulle part entre deux, évidemment, aucun espion ne pourra y avoir accès. Donc, on a ici un système de cryptographie absolument sûr. Les jumeaux ont une connexion particulière. Ils sont reliés les uns aux autres, peu importe les kilomètres qui les séparent.
C'est vachement Et émouvant. même s'il n'y a pas d'explication rationnelle au mot commun, vous avez quand même un capital génétique identique. Et il faut aussi souligner que bien souvent, quand un souffre, même à distance, vous le ressentez, il y a une forme de télépathie. Il arrive même souvent que les jumeaux, quand ils ont par exemple mal au côté droit, l'autre a mal au côté gauche, même à distance. Alors, regardez. Par contre, Gaëlle, pour sa première grossesse, moi j'étais à Paris. Et elle était enceinte, mais j'étais malade pendant un mois. Je savais pas que j'étais enceinte, j'ai eu un traitement pendant 2 ans et Tu demi. as eu des nausées. Et j'ai une Mais je pendant un mois. vomitais tous les matins, tous les soirs. Et j'ai dit à mon compagnon de l'époque, je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire un test de grossesse parce que là, je sens ma poitrine gonfler et tout, je suis pas bien. Et elle m'a appris qu'elle était enceinte. Tu faisais une grossesse nerveuse. Peut-être, je sais pas. Mais j'étais bien malade. C'était moi qui étais enceinte. Et le deuxième, pareil, elle avait des envies et j'étais enceinte. Merci. De même, Richard avait très mal au dos, il en pleurait souvent. Et en fait, on a découvert que Damien avait un rein atrophié. Même si nous ne comprenons pas le phénomène, les exemples troublants sont trop nombreux pour être simplement ignorés. Et ils dépassent, de loin, le cadre des jumeaux. Les scientifiques sont toujours réticents. Bien souvent, ils assimilent ces histoires à des coïncidences. L'intrication, vous n'allez pas le rencontrer comme ça dans la rue ou dans votre chambre à coucher, ça n'existe pas dans notre monde habituel, c'est une propriété de la physique quantique. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais cela ne constituerait toujours pas une preuve. Il y a un certain nombre de parfaitement honnêtes et doués, et avec lesquels, à mon avis, on a déjà des signes, même je dirais des preuves, parce qu'une accumulation de signes, même si on ne peut pas les recueillir dans des conditions scientifiques, ça finit par former une preuve tout de même, quand ils sont des milliers et des milliers. Einstein définissait cela comme une effrayante action à distance. Ce n'est pas une chose qui parcourt l'espace-temps, ni qui se déroule dans l'espace-temps. Rien dans l'espace-temps ne peut nous expliquer la nature de ces corrélations éloignées. C'est ce qui nous pousse à conclure qu'elles sont en quelque sorte étrangères à l'espace-temps. Cela entraîne bien sûr de profondes implications pour notre compréhension de l'espace-temps, ou plutôt pour notre non-compréhension de l'espace-temps. Certains scientifiques pensent que l'intrication quantique peut permettre d'envoyer des messages dans le passé. Imaginons des dés quantiques. Je lance le premier dé, il s'arrête sur un chiffre. Je lance le second dé plus loin, et pourtant les deux montrent le même chiffre. Comment cela est-il possible? La mécanique quantique l'explique très clairement. L'état des atomes intriqués change plus vite que le temps qu'il faut au rayon laser pour atteindre l'autre bout de la ville, c'est-à-dire plus vite que la vitesse de la lumière. Impossible, et pourtant vrai. Nous savons comment l'intrication fonctionne. Mais nous ignorons pourquoi elle fonctionne. Tout ce dont nous sommes certains, c'est que la réalité au niveau quantique ne correspond pas à la réalité qui nous entoure. Anton Zeilinger a prouvé maintes et maintes fois, et contre toute attente, que même si certaines de ces prédictions paraissent incroyables, la théorie quantique fonctionne. La mécanique quantique décrit le comportement de toutes les minuscules particules dont notre monde est formé. Cette science nous a apporté les ordinateurs, l'énergie nucléaire, les satellites et la médecine de pointe. C'est-à-dire la plupart des grandes avancées de l'humanité du siècle dernier. Mais le monde de la physique quantique paraît fonctionner à l'inverse des lois de la nature que nous connaissons. Lorsqu'il s'agit de l'infiniment petit, l'univers suit des règles complètement différentes. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie spéculative, car Sheldrake s'est livré avec beaucoup d'attention à des observations précises sur différentes espèces animales. Il semble donc qu'il existe un type très inhabituel de mémoire inhérente à la nature, de telle façon que n'importe quel élément de la nature, des éléments de la même espèce en particulier, contient les caractéristiques de l'ensemble. C'est pour l'essentiel une manifestation du principe holographique des scientifiques Peibam et de Bohr, dans ce cas qui est appliqué à la biologie et comprend aussi l'homme et en général les aspects purement biologiques, mais ça va nous intéresser aussi spirituels.
le mécanisme de propagation de l'apprentissage semble survenir de façon complètement non locale, principe dit de non-localité de la physique quantique, raison pour laquelle la résonance morphogénétique de Sheldrake peut être comprise comme un site de bio-intrication, si vous voulez, à l'échelle mondiale. Rappelons que le principe d'intrication ou entremêlement consiste à considérer que nous sommes tous unis et non séparés malgré les apparences. Cette théorie, sans l'ombre d'un doute, va drastiquement à l'encontre de l'évolutionnisme du naturaliste britannique Charles Darwin, selon lequel les changements dans le monde biologique nécessitent de longs délais et ne sont pas dus à des facteurs métaphysiques, mais à des processus d'adaptation progressive de l'espèce. D'après les observations de Sheldrake, la nature semble évoluer à travers un réel processus collectif d'apprentissage, parfois soudain, plutôt que sur la base de mutations fortuites et très lentes. La portée des recherches à long terme de Sheldrake est très vaste, et nous l'avons dit précédemment, elle se base en particulier sur les tests expérimentaux faits sur diverses espèces animales. D'après donc ces recherches, il existerait un mécanisme à travers lequel, lorsqu'un groupe humain ou animal acquiert certaines propriétés comportementales, psychologiques ou organiques, eh bien ces propriétés se transmettent synchroniquement aux autres membres de la même espèce. Rupert Sheldrake, sur la base d'une observation attentive du monde vivant, suggérant lui au contraire que des champs d'information subtils sont à l'origine de cette infrastructure en résonance dans laquelle se manifeste la réalité matérielle. Par conséquent, sa théorie suggère que le champ de résonance morphique, pour les êtres humains en particulier, pour toutes les autres créatures évoluées dans l'univers, contient non seulement les plans génético-biologiques des corps physiques, mais aussi leur nature psychique. Nos pensées, nos sensations, nos sentiments en sont collectivement influencés. Des interrogations sont ainsi suscitées. D'autres phénomènes biologiques ne peuvent en aucun cas être expliqués par les modèles biochimiques et physiques en cours. Par exemple, il n'existe pas encore d'explication convaincante à la synchronisation précise de vol ou de flux que l'on peut relever dans les géométries harmonieuses et changeantes des grands vols d'oiseaux ou des bancs de poissons. Chez certains types de poissons, tout le banc semble même se comporter comme un seul esprit. Cet esprit sent l'approche d'un prédateur et en un instant, il est en mesure de coordonner la manœuvre d'évasion du groupe. Ou bien, il peut se comporter comme une base qui explose dans toutes les directions pour ensuite reformer instantanément un groupe compact. Les vols d'oiseaux agissent de façon quasiment identique. Il n'est pas inhabituel pour un vol de comprendre jusqu'à 100 000 oiseaux et malgré tout, le vol peut changer de direction presque instantanément. Il ne semble pas que le changement de direction soit le résultat d'un ordre donné par un quelconque chef de formation. Quoi qu'il en soit, il a été prouvé que dans le cas des oiseaux, comme dans celui des poissons, des formes connues de communication comme la vue et le son ne peuvent expliquer la simultanéité de ce comportement. Il semble vraiment que les poissons et les oiseaux, ainsi que d'autres espèces animales, possèdent une espèce de sixième sens qui dicte leurs mouvements en synchronie ou qu'ils soient soumis à un certain champ en mesure de coordonner harmonieusement leur comportement en tant que groupe. Sachez aussi qu'il existe des exemples identiques dans le monde végétal. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a quelques instants, l'existence de ces champs morphiques a été empiriquement démontrée par l'observation de groupes d'animaux d'une même espèce. On a, par exemple, vous connaissez certainement cette expérience, remarqué que l'attitude acquise de certains singes vivant sur des îles japonaises, qui s'étaient mis à laver des patates douces avant de les manger, dérivait en fait du fait qu'un autre groupe de singes, de la même espèce, vivant sur une autre île spécifique, avait soudainement appris cette technique. En peu de temps, et sans qu'il n'y ait jamais eu aucun contact physique entre les groupes de la même espèce, les singes qui vivaient sur des îles différentes de celles du groupe de référence avaient eux aussi appris à l'improviste à laver les patates avant de les manger. Il s'agit là d'un phénomène évident de synchronicité au sein d'espèces ayant des affinités où l'information synchrone se manifeste entre les groupes.
À ce niveau de précision dans la vérification d'une théorie, on peut dire qu'il y a vraiment du quantique dans l'univers. Personne ne peut faire comme si le quantique n'était qu'un mode de l'esprit humain. Non, mais bien entendu, mais je vous dirais que tous les objets de la technologie moderne qui ont été développés dans les 100 dernières années sont basés sur la compréhension quantique du monde. Le laser, le transistor, l'ordinateur, la résonance magnétique nucléaire qui est utilisée en imagerie médicale, le GPS, les horloges atomiques, enfin... Vous pouvez nommer. C'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est de voir que les gens utilisent ça tous les jours sans s'émerveiller et sans penser que derrière cela, il y a ces lois quantiques étranges sans lesquelles ça ne marcherait pas. Maintenant, on peut voir dans beaucoup de laboratoires des États-Unis des objets suffisamment grands à l'œil nu, situés à deux endroits en même temps. On peut même les photographier. Mais j'imagine que si tu montrais une photo, les gens diraient « Ah, très bien, ceci est une tache de lumière, j'en vois un peu ici, et un autre là. Il y a donc deux points. Et alors, la superposition est pré-détection. Ce dont je parlais dans le film est de post-détection. Dans des circonstances normales, un seul objet, une fois détecté, est dans une seule position. Et malgré cela, on a créé des états de la matière dans lesquels les objets peuvent se rencontrer dans différentes localisations en même temps. Et pas seulement dans deux, mais jusqu'à 3000 localisations différentes. Les premiers de ces objets recevront le nom de condensés de Bose-Einstein. Ce sont des fonctions d'onde individuelles, ce qui veut dire que ce sont des particules individuelles. Mais même s'il s'agit d'une fonction d'onde individuelle, la fonction a des positions multiples. Tu dirais, regarde dans cette chambre, ça se voit. Oui, mais je vois deux choses. Non, ce ne sont pas deux choses, c'est une chose. C'est la même chose à deux endroits différents. Ici, ce qui est effrayant, c'est qu'il s'agit toujours d'une seule fonction d'onde. Ce ne sont pas 3000 fonctions d'onde différentes. Ce n'est qu'une fonction d'onde. Ce n'est donc qu'une particule. Je ne suis pas sûr que les gens resteraient bouche bée, parce que je crois que les gens n'y croiraient pas. Je ne veux pas dire qu'ils diront « c'est un mensonge » ou « les scientifiques sont désorientés ». Je crois que c'est tellement mystérieux que tu ne peux même pas arriver à le comprendre, tellement c'est incroyable. Une particule dans 3000 endroits différents. Et si tu devais en peser une, pèsera-t-elle un 3/1000e? Tu ne peux pas en peser qu'une seule. Pourquoi? C'est une particule indivisible. Mais si elle est dans des endroits différents, on ne peut pas mettre une balance sous l'une d'entre elles? Non, c'est inséparable. C'est ce qu'il y a de plus curieux, la partie conceptuelle. Il ne s'agit pas de 3000 bouts différents. Même si on dirait? Exact. On ne peut pas voir... Enfin, on ne voit pas les 3000 bouts, mais on peut voir les plus simples, ceux qui sont 2, 3 ou 4. Et si tu vas sur Internet, tu auras des photos de petits points qui flottent dans l'air. Ce sont des parties différentes du même objet. Elles ne peuvent pas se séparer. Ce ne sont pas 4 objets différents ou 6 objets différents. Ils sont une seule et unique fonction d'onde. Ils sont un seul objet. Bonjour l'embrouille mentale, n'est-ce pas? Parce que si tu y penses, tu dis n'importe quoi. Non, ils sont là, ici, c'est évident qu'ils sont 1, 2, 3. Non, tu ne peux pas en séparer un du reste. Si tu essayes d'en séparer un des autres, l'objet disparaîtra. Et en plus, les gens ont vu Star Trek et d'autres choses. Télétransporte-moi, Scotty. Télétransporte-moi, Scotty. On dirait une sorte de... Bon, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qu'il faut faire, c'est s'arrêter et penser à ce que ça veut réellement dire. Que c'est le même objet et qu'il est à deux endroits différents en même temps. Et les gens font des expériences dans les laboratoires, se fâchent, mangent, rentrent chez eux et vivent comme si absolument rien d'incroyable n'était en train de se passer. Pourquoi faut-il le prendre comme ça? Et pourtant, il y a là quelque chose d'étonnant et de magique devant tes yeux. Dans les années 1920, la théorie quantique semble le meilleur espoir pour pouvoir comprendre ces étranges phénomènes. Elle suppose que les atomes ne se comportent pas toujours comme des particules individuelles,
Parfois, ils fusionnent et se comportent comme des ondes. Ils peuvent même être des particules et des ondes en même temps. Ce curieux paradoxe est difficile à accepter, même pour de grands esprits comme Albert Einstein. En 1925, un jeune physicien indien du nom de Bose envoie à Einstein un article qu'il n'a pas pu faire publier. Dans cet article, il applique les mathématiques qui régissent le comportement des particules légères aux atomes. Séduit par cette idée, Einstein entreprend des calculs supplémentaires. Il prédit qu'en descendant à de très basses températures, une fraction au-dessus du zéro absolu, il sera possible de produire un nouvel état de la matière obéissant aux principes quantiques. Cet état ne sera ni solide, ni liquide, ni gazeux. On lui donne donc un nom presque aussi étrange que ses propriétés, le condensat de Bose-Einstein. Pendant les 70 années qui suivent, la création de ce condensat reste un rêve. La matière peut avoir différents états. Les atomes portés à haute température forment toujours des gaz. Si on refroidit le gaz, il devient liquide. Si on refroidit le liquide, il devient solide. Mais dans certaines conditions, si on refroidit les atomes jusqu'à des températures très basses, ils subissent une très curieuse transformation, une sorte de crise d'identité. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. Quand vous descendez à des basses températures, les propriétés mécaniques quantiques des atomes deviennent importantes. Ce sont des propriétés très étranges, mais chacun de ces atomes commence à avoir des propriétés ondulatoires. Au lieu de points comme ceci, on a des petits paquets d'ondes. Il est très difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, à des très basses températures, ces paquets d'ondes deviennent de plus en plus longs. Et soudain, si on les refroidit suffisamment, ils commencent à se chevaucher. À ce moment-là, le système se comporte non pas comme des particules individuelles, mais comme des particules qui ont perdu leur identité. Elles ont l'impression d'être partout. Ce petit paquet d'ondes ici est incapable de dire s'il est celui-ci, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Il est là, là et là. Ils sont tous réunis dans un seul grand ensemble quantique. Ils se chevauchent tous, ils font tous la même chose. Disons, pour en donner une bonne approximation, qu'ils sont tout simplement au repos. Ce condensat de Bose-Einstein est très difficile à imaginer. Je peux imaginer ce que c'est que d'être un atome en train de se déplacer librement, de rebondir, d'aller parfois vite, parfois lentement. Mais dans le condensat de Bose, je suis partout à la fois. J'ai perdu mon identité. Je ne sais plus qui je suis. Je suis au repos et tous les autres atomes sont au repos, sauf qu'il n'y a pas d'autres atomes autour de moi. Nous formons un seul grand système quantique. On ne trouve rien de semblable en physique, ni dans l'expérience humaine. Le simple fait d'y penser suscite en moi l'émerveillement et la confusion. Au MIT, Daniel Kleppner et son équipe ont tenté de produire un condensat de Bose-Einstein avec de l'hydrogène. Tout semblait indiquer que l'hydrogène était l'atome idéal pour la condensation de Bose-Einstein. C'était une expérience visionnaire. Il fallait que nous refroidissions l'hydrogène 1000 fois plus que cela n'avait jamais été fait, et obtenir des densités 1 million de fois supérieures à ce qui avait jamais été obtenu. Ça a été une période frustrante, parce que nos méthodes étaient si complexes que nous avions du mal à progresser. Un condensat, c'est comme un vampire. S'il est touché par le soleil, il meurt. Son domaine est celui de l'obscurité. Mais on peut le prendre en photo en flashant le faisceau laser très vite. En mourant, le condensat projette une ombre qui est capturée sur la pellicule. Wyman et Cornell ont créé un condensat de Bose-Einstein à partir d'un nuage de 3000 atomes de rubidium. C'est le premier condensat de l'univers, pour autant qu'on le sache. Ils atteignent une température située à 170 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. La première chose à savoir sur le condensat de Bose-Einstein, c'est que c'est très froid. Dans cette pièce, la température est bien supérieure au zéro absolu.
Si la température de la pièce est représentée par Londres, à des milliers de kilomètres, et si ici à Boulder c'est le zéro absolu, la température la plus froide qui soit, à quelle distance le condensat est-il du zéro absolu? Si Londres est la température ambiante et que le zéro absolu se trouve là où je suis, la condensation de Bose-Einstein n'est séparée du zéro absolu que par l'épaisseur d'une mine de crayon. Quelques semaines après l'équipe de Boulder, Wolfgang Ketterle produit un condensat encore plus gros, à partir de 10 millions d'atomes de sodium. Enfin, la mécanique quantique n'est plus un charabia théorique, mais un phénomène observable à l'œil nu. Wyman, Cornell et Ketterle se partagent le prix Nobel de physique en 2001. Comme n'importe quelle grande aventure, la recherche scientifique n'offre aucune garantie de succès. Mais pour le père des atomes ultra-froids, la persévérance a fini par payer. Après 20 ans de tentatives pour obtenir un condensat dans l'hydrogène, Daniel Kleppner est enfin arrivé au but. Pendant quelques brefs instants, son rêve est devenu réalité. Pour les pionniers qui ont réalisé le rêve d'Einstein et créé des condensats, une extraordinaire décennie vient de s'achever. Comment on obtient cette supraconductivité? Quels ingrédients faut-il pour voir apparaître de la supraconductivité? Eh bien en fait, on a une recette de cuisine assez simple où il va vous falloir de la physique quantique, il va vous falloir du froid, et il va vous falloir plein de scientifiques. Alors le froid, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que la température pour un physicien. Pour un physicien, la température, c'est le mouvement. Prenez un gaz par exemple. Un gaz, on peut l'imaginer comme des atomes ou des molécules qui bougent n'importe comment, les uns à côté des autres. C'est ce qu'il y a autour de moi dans l'air. Là, il y a plein de molécules en ce moment qui sont en train de bouger, invisibles, assez diluées, mais elles me permettent de respirer, par exemple. Pour le physicien, s'il veut dire quelle est la température de cette pièce, il va regarder comment bougent ces molécules, comme je les vois en ce moment sur mon animation. Il va faire la moyenne de ce mouvement, et plus elle bouge vite, plus il dira qu'il fait chaud, plus elle bouge lentement, plus il dira qu'il fait froid, et il sait relier le mouvement de ces molécules, leur vitesse au carré, avec la température. On sait d'ailleurs très bien ce qui se passe si on refroidit un gaz, il devient liquide. Pourquoi il devient liquide? Parce que tous les atomes continuent à bouger, mais maintenant se sont accrochés les uns aux autres par des attractions, ils sont attirés par des forces en général électriques, on appelle ça des forces de Van der Waals par exemple, et maintenant ils se tiennent tous entre eux de sorte que si je les mets dans un verre, ils ne s'échappent pas dans la pièce. Il faut quand même un verre pour les contenir, ça peut couler un liquide, mais un liquide finalement c'est des atomes accrochés les uns aux autres, ils se touchent presque. Donc, on a un atome qui fait quelques 10 milliardièmes de mètre, voisin d'un autre atome qui fait quelques 10 milliardièmes de mètre, etc., etc. Si on refroidit encore un liquide, on va obtenir un solide. Un solide, c'est presque comme un liquide, sauf que les atomes sont tellement bien accrochés entre eux que, d'abord, en général, ils vont s'organiser, pas toujours, mais souvent, et puis en plus, ils peuvent tenir sans récipient. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans un solide, regardez bien, les atomes continuent de bouger. Ils ne bougent pas beaucoup, ils bougent bien moins que ce que je vous ai montré ici, mais ils bougent un petit peu. Et donc un solide peut être chaud ou froid. La différence entre une casserole chaude et une casserole froide chez vous, par exemple, si vous la touchez, c'est juste que les atomes de cuivre, par exemple, qui composent la casserole, bougent beaucoup, il fait chaud, ou peu, il fait froid. Par exemple, à température ambiante, les molécules d'azote ou d'oxygène de l'air sont en mouvement perpétuel à une vitesse moyenne de 500 mètres par seconde, soit 1800 km/h.
Donc, si l'on parvient à secouer une molécule, on augmente ainsi sa chaleur. Et c'est exactement de cette façon que procède le four à micro-ondes. À l'origine des fours à micro-ondes, il y a les radars. C'est en effet dans ce domaine qu'ont été développées des sources de micro-ondes, et en particulier le magnétron utilisé dans les fours. On peut voir le magnétron comme une sorte d'ampoule produisant de la lumière. Mais cette lumière ne possède pas une couleur visible par l'œil, c'est-à-dire située entre le violet et le rouge. Elle est située au-delà du rouge, au-delà même de l'infrarouge. Quand une molécule d'eau est plongée dans un tel rayonnement électromagnétique micro-ondes, elle se met à tourner. Mais dans le plat que l'on veut réchauffer, les molécules d'eau ne sont pas seules. Elles sont en contact avec les autres composants de l'aliment, comme les molécules de glucides, de lipides ou de protéines. Les molécules d'eau en tournant vont donc heurter d'autres molécules, leur céder une part de leur énergie, et ces molécules vont elles-mêmes commencer à s'agiter dans tous les sens. Et leur température va donc augmenter. Ainsi, de proche en proche, l'aliment va chauffer. Donc le froid pour le physicien, c'est le mouvement. Faible mouvement, il fait froid. Fort mouvement, il fait chaud. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de définir, nous, la température. Et on va appeler sur cette température le zéro absolu quand plus rien ne bouge. Et à partir de ce zéro absolu, plus on chauffe, plus ça bouge. Si je suis à 100 degrés du zéro absolu, on va dire que ça bouge comme ça. Si je suis à 200 degrés du zéro absolu, ça bouge en gros 2 fois plus. Mais ce que vous pouvez vous retenir au niveau de cet exposé, c'est que le zéro absolu, quand plus rien ne bouge, c'est moins 273,15. Je ne peux pas aller en dessous parce que ça voudrait dire que je fais encore moins bouger un truc qui déjà ne bouge pas, ce qui n'a pas de sens. Par contre, dès que je vais monter depuis ce moins 275, je vais réchauffer la matière et faire de plus en plus bouger les atomes. Et ils sont en train de mesurer pour la première fois ce que devient la résistance électrique d'un métal à basse température. Vous imaginez que vous prenez un courant électrique chez vous, par exemple votre grille-pain. Est-ce qu'il marcherait mieux ou moins bien si vous le refroidissiez? Alors on pourrait se dire, ben non, ça va moins bien marcher parce que ça va moins bien chauffer. Eh bien non, en réalité, quand on refroidit un métal, il marche mieux. Pourquoi il marche mieux? Parce que les électrons qui font le courant électrique dans un métal c'est quoi? C'est des électrons qui se déplacent et qui en avançant font du courant électrique. Eh bien quand on va le refroidir, ce métal, il va mieux s'organiser, il va se calmer, puisqu'on a dit qu'il allait moins bouger. Et en bougeant moins, il gêne moins les électrons, parce que les électrons sont des petites vagues qui maintenant vont très bien passer dans le métal. Plus on refroidit un métal, mieux il conduit. Donc vous auriez intérêt, à la limite, chez vous, à installer toute votre installation électrique dans de l'azote liquide à moins 200 degrés, vous gagneriez sur votre facture EDF. Alors évidemment, ça aurait un coût énorme en termes de cryogénie, tous ces liquides, ils sont compliqués à mettre en place, mais du point de vue de la consommation électrique, vous avez intérêt à travailler avec les métaux les plus froids possibles. Et Kamerlingh-Onnes, lui, se pose la question suivante. Il se dit, est-ce qu'un métal, si je l'amène carrément très près du zéro absolu, va continuer à mieux conduire ou pas? Son intuition, c'est que probablement, au bout d'un moment, il va continuer à conduire, mais il ne va pas mieux conduire ou moins bien conduire, parce qu'il y aura toujours quelques défauts qui vont gêner les électrons. D'autres physiciens à l'époque disent que ça va moins bien conduire, parce que quand on s'approche du zéro absolu, à un moment donné, les électrons vont se geler. Et si les électrons se gèlent, ils ne peuvent plus bouger, et donc il n'y a plus de courant électrique. Et donc des physiciens à l'époque disent, attention, ne faites surtout pas un grille-pain à 1 degré du zéro absolu, il ne marchera plus. La devise de Kamerlingh-Onnes, comme celle des physiciens en général, c'est par l'expérience, la connaissance. On va faire l'expérience et on va regarder ce qu'il en est. Et donc il fait cette expérience et il mesure ça. Cet axe-là, c'est la température. Regardez bien ce qu'il y a décrit. C'est écrit à la main, il n'y avait pas d'ordinateur, on est en 1911, 4,1, 4,2, 4,3. Il est en train de mesurer la température, mais on n'est pas à 4 degrés quand il fait froid l'hiver. Là, on est à 4 degrés du zéro absolu. On est à moins 269 degrés. Et dans cette expérience à moins 269 degrés, il mesure le mercure, dont on voit ici le symbole chimique et qu'il a écrit pour nous le rappeler. Et ce qu'il est en train de tracer, c'est la résistance en fonction de la température. Et ce qu'il voit au début, regardez, c'est que ça descend. Ça veut dire que la résistance descend, donc ça conduit mieux quand je refroidis. Et soudain le drame. Regardez bien cette ligne en pointillé. Il n'y a aucun point de mesure. Le point suivant qu'il mesure, il est ici, regardez, il est tout en bas. Il y a quelques petits points qui ont l'air d'être à 0. Alors il sait bien que ce n'est pas exactement à 0 parce qu'il n'a pas un outil très sensible pour le mesurer, mais il a l'impression que c'est presque à 0. Autrement dit, soudain, le 8 avril 1911, il mesure qu'un bout de métal, quand on le refroidit à 4 degrés seulement du zéro absolu, a une résistance qui devient nulle. C'est exactement l'opposé de ce qu'on attendait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un métal, quand vous le refroidissez très près du zéro absolu, devient absolument parfait. Parfait au sens où les électrons maintenant s'y déplacent sans aucune résistance, sans ne subir aucun choc. Ça le surprend énormément,
Il appelle ça de la supraconductivité. En fait, il donnera ce nom-là quand il va recevoir le prix Nobel 2 ans après pour cette découverte et puis tout ce qu'il a fait grâce à l'hélium liquide. Mais il n'y comprend rien. Il ne comprend pas comment il est possible que dans un métal soudain, et ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que c'est soudain, vous avez vu cette espèce de chute brutale en 1/100 de degré, que soudain tous les électrons aient l'air de conduire parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé à 4,2 degrés du zéro absolu dans le mercure pour soudain changer à ce point-là le comportement des électrons? Donc on nomme les faits sans le comprendre. C'est aussi souvent le cas en physique, on va découvrir expérimentalement des effets inattendus et ensuite passer un certain temps pour les comprendre. Cet effet-là, il va falloir plus de 50 ans pour le comprendre, et je vous montrerai à la fin de l'exposé qu'en fait, on n'a pas encore tout compris et que ça reste un des sujets de recherche les plus étudiés de nos jours dans les laboratoires. Mais avant ça, je vais vous montrer une deuxième expérience encore plus incroyable. Suite à cette première expérience sur l'électricité, Camerlington se dit « c'est pas possible, la résistance ne peut pas être nulle parce que sinon, je pourrais imaginer l'expérience suivante. » Il se dit « je pourrais imaginer de prendre un anneau de métal, regardez, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On a fait une petite animation pour ça, parce que si on voulait le filmer, ça serait dans l'hélium liquide, ce serait compliqué. Je prends un petit anneau de métal et je mets une pile, et je fais passer du courant électrique. Et ça chauffe. Et si j'enlève la pile, ça va s'arrêter. Mais si ce métal est devenu supraconducteur, et que je mets du courant dedans, il va rester jusqu'à la fin des temps. Il va rester et tourner jusqu'à la fin des temps, il y aura un courant perpétuel, parce qu'il n'y a plus de résistance électrique. Et donc, Camerlington comprend très vite, en bon physicien, que l'expérience qui montrait juste avant que la résistance peut être nulle dans un métal impliquait une expérience absolument incroyable et impossible, normalement pour tout physicien qui se respecte, qui est un mouvement perpétuel. On saurait faire circuler un courant dans un anneau en permanence. Et il essaye. Il prend très vite un anneau, fait d'un matériau supraconducteur, je crois que c'est de l'étain. Il prend cet anneau, il met du courant dedans, il met ça dans l'hélium liquide et il attend. Il attend quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et il revient au bout de quelques semaines remesurer, et il se rend compte que le courant n'a pas bougé, il continue de circuler. C'est une expérience que maintenant on a fait sur des dizaines d'années dans des expériences très sophistiquées, et on a vu qu'effectivement la résistance étant parfaitement nulle, le courant se maintient dans cette boucle jusqu'à l'infini. Et vous allez voir que ce truc de laboratoire, très fondamental, très abstrait là aussi, en fait a une utilité directe, par exemple dans le train et l'IRM, dont je vous reparlerai juste après. Mais avant ça, je vais vous montrer une troisième expérience, encore plus incroyable celle-là, peut-être celle que je préfère, l'expérience de Meissner. Meissner fait ça, regardez. Il prend un supraconducteur, ici la galette noire, il met un aimant dessus, et il refroidit le matériau pour le rendre supraconducteur, et regardez ce qui va se passer. Soudain, l'aimant se met à léviter. Le supraconducteur, cette galette noire assez inoffensive a priori, qu'on a mis dans un liquide très froid, je vous le rappelle, à l'azote liquide, a fait léviter l'aimant. Regardez ce qui se passe quand on réchauffe le matériau, qu'on enlève le liquide, ça s'arrête, la pastille retombe. Autrement dit, Meissner montre, en Allemagne, dans les années 30, qu'un matériau supraconducteur repousse les aimants. Et la raison à ça, je vais vous l'expliquer après, elle viendra plutôt dans les années 50-60. Mais souvenez-vous qu'un supraconducteur, c'est deux choses étonnantes à la fois. 1, il conduit parfaitement le courant. 2, il fait léviter les aimants. Et cette lévitation, elle est d'un style tout à fait particulier. Alors tous les métaux ne deviennent pas supraconducteurs, mais de nombreux, comme l'aluminium, le niobium, l'étain, le mercure, deviennent supraconducteurs. Et ce qu'ils comprennent en fait, c'est que l'explication, elle est quantique. Il faut absolument abandonner l'idée d'électrons qui seraient des petites billes dans les métaux et se souvenir que les électrons sont des vagues, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et eux disent, en fait, ces électrons, non seulement c'est des vagues, mais à basse température, ils vont faire ça. Regardez bien l'animation qu'on va voir maintenant, c'est celle qui va vous donner la clé du puzzle. Dans un métal, les électrons se déplacent comme des petites vagues, c'est ces petites bosses rouges que j'ai mis ici au-dessus des atomes, mais qui font n'importe quoi les unes par rapport aux autres. Et soudain, à basse température, il va se passer quelque chose de tout à fait hallucinant. Les électrons vont se mettre à danser, regardez, avec cette espèce de danse les uns contre les autres, et former une nouvelle onde géante. Et ces ondes géantes formées par ces paires d'électrons vont se superposer entre elles parfaitement. Le haut des vagues avec le haut des vagues, le bas des vagues avec le bas des vagues. De sorte qu'on est en train de finir, en étant parti d'un métal, avec une espèce d'onde géante, un peu comme un tsunami dans la mer par rapport à des petites vagues isolées. Cette onde est formée de plein d'électrons qui se sont tous ajustés entre eux pour former une sorte de super électron. Cette onde géante, qu'on appelle nous un condensat, elle ne sera plus sensible à aucun défaut dans la matière, et donc elle conduira le courant parfaitement. Et cette même onde quantique, si vous approchez un aimant de l'onde quantique, ça va la faire tourbillonner. Et en tourbillonnant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Des électrons qui tourbillonnent, les physiciens savent ce que ça fait. Ça fait un courant électrique qui tourne, et un courant électrique qui tourne, c'est comme un aimant. Et donc ça va créer un aimant qui va repousser mon premier aimant. J'ai fabriqué un anti-aimant en faisant tourner des électrons qui sont capables de tourner puisque ça ne leur coûte pas de résistance électrique. Et donc la supraconductivité, c'est deux effets étonnants, résistance nulle, aimants qui sont repoussés, mais c'est surtout
la manifestation directe de la physique quantique avec, pour une des rares fois dans la physique, la formation d'une onde quantique réellement géante. Découvre un nouveau matériau supraconducteur. Alors ça, c'était pas très étonnant, on découvrait tous les jours des matériaux supraconducteurs. Sauf que le leur ne fonctionne pas comme avait prédit la théorie. Le leur fonctionne 10 fois plus chaud que les anciens. Et c'est pas normal, parce que cette théorie où les électrons peuvent s'attirer comme ça ne fonctionne qu'à très basse température quand vous avez suffisamment calmé les atomes pour permettre ce mouvement harmonieux entre électrons. Et si les atomes bougent trop, ça devrait détruire la vague. Et pourtant, eux, dans une céramique artificiellement fabriquée en laboratoire, découverte même avant en France, à Caen, ces chercheurs découvrent une supraconductivité anormalement chaude. Ça reste très froid, hein, on est vers moins 150 degrés, mais c'est 10 fois plus chaud que ce qu'on avait fait avant. Et cette céramique-là, on ne peut pas l'expliquer avec le modèle de Bardeen, Cooper et Schrieffer. Ça ne veut pas dire que ce modèle est faux, ce modèle est complètement vrai, correct et vérifié expérimentalement dans les métaux traditionnels. Mais dans ces nouvelles céramiques, il faut un nouveau modèle. Il faut comprendre d'où vient l'onde quantique. Et ça, on en est encore là, ça fait 25-30 ans qu'on cherche. C'est un des sujets de recherche les plus étudiés actuellement en laboratoire. J'ai moi-même travaillé pendant une vingtaine d'années là-dessus. Et on n'est toujours pas capable de vous dire pourquoi la vague quantique se forme. On sait qu'elle est là, on connaît sa forme, on connaît sa texture. On ne sait pas comment elle se forme. Alors on pourrait se dire, mais depuis 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils cherchent? En fait, ça a permis de développer plein d'autres recherches à côté pour justement comprendre ce problème très complexe qui est la formation d'une vague quantique à relativement haute température. Alors à quoi ça sert? D'abord à transporter l'électricité, évidemment. Ça ferait les meilleurs câbles au monde, vu qu'il n'y a plus de résistance électrique. Problème, il faut les refroidir, et ça coûte cher. Donc c'est pas encore rentable, mais il y a quand même eu des essais ici, par exemple un câble installé par American Superconductors et Nexans aux États-Unis, qui alimente toute une ville de 300 000 habitants, et dans lequel on fait circuler du courant dans des câbles supraconducteurs refroidis à l'azote liquide. Dans un câble supraconducteur, on peut faire circuler 10 000 fois plus de courant que dans un câble normal. Si on n'avait pas ce problème du froid, on remplacerait immédiatement toutes nos lignes à haute tension par des petits câbles supraconducteurs sous le sol, ce qui serait bien pratique et qui protégerait aussi l'environnement. Autre application, stocker l'électricité. Ici, c'est une bobine avec du fil supraconducteur et vous mettez du courant dedans. Puis après, vous la refermez sur elle-même. Le courant reste. Souvenez-vous de l'expérience de Camerlinghans. Et le courant restant, il est stocké. Et si vous maintenez la bobine froide, le courant est stocké jusqu'à la fin des temps tant que vous ne l'utilisez pas. Et dès que vous le réutilisez, vous le récupérez à l'identique. Attention, on ne produit pas d'énergie, on en stocke. Cette application, là aussi, pour l'instant, elle ne marche pas bien parce qu'il faut du froid, donc elle est très coûteuse, donc on préfère utiliser des accumulateurs habituels plutôt que ces outils-là pour l'instant pour stocker l'énergie, mais ça pourrait faire une solution pour le futur. Justement, tout ce domaine, c'est encore un sujet de recherche. Pourquoi on n'a pas encore compris depuis le temps? Ah ouais, on n'est pas très bon, il faut être honnête. Ça fait 25-30 ans, c'est pas parce qu'on est peu nombreux ou qu'on n'est pas motivé. Ça a été vraiment un des sujets où il y a eu le plus grand nombre de publications parues dans l'histoire des sciences pour comprendre pourquoi les nouveaux supraconducteurs sont supraconducteurs. La raison pour laquelle on n'a pas compris, elle est assez simple finalement à expliquer. C'est que ce supraconducteur, c'est des carrés de cuivre et d'oxygène. Et les électrons se déplacent sur les arêtes des carrés. Il faut les imaginer un peu comme dans les rues de New York. Et quand deux électrons arrivent à un même carrefour, ils se repoussent, parce que deux électrons se repoussent. Et ça, c'est une catastrophe. Ça fait qu'ils essayent toujours de s'éviter les uns les autres. Ils ont du mal à se déplacer. Et pour le physicien, c'est une galère incroyable de décrire ce système-là. On appelle ça un système d'électrons très corrélés. C'est un système où dès que je veux comprendre comment fait un électron, il faut que je sache où sont tous les autres. Et le problème, c'est qu'il y en a des milliards de milliards de milliards. Donc c'est un problème très complexe d'un point de vue fondamental, théorique. Mais d'un autre côté, si on voit le bon côté des choses, ça fait que depuis 25-30 ans, on a dû complètement renouveler nos façons de faire, de mesurer, de prévoir, de modéliser, d'un point de vue numérique, d'un point de vue conceptuel, et de réinventer en fait la physique des oxydes. Et donc, ce problème extrêmement compliqué, c'est souvent ça en physique, quand il y a un problème vraiment difficile et qui ne se résout pas facilement, et ben ça nous oblige à nous surpasser, et ça nous a permis d'inventer plein de choses depuis qui servent dans plein de branches de la physique. Ça nous a permis de développer plein d'outils de mesure qu'on utilise maintenant ailleurs, et donc très souvent, quand on a un problème qui nous résiste, ben ça nous permet de nous surpasser. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Le mauvais côté des choses, c'est que pour l'instant, c'est un des sujets de recherche qu'on n'a toujours pas compris. C'est une des grandes énigmes de la physique moderne. D'accord. Et en l'occurrence, tous ces chercheurs dans le laboratoire cherchent à trouver des supraconducteurs plus chauds, mais peut-être que la solution va venir d'un laboratoire qui n'étudie absolument pas ça, et qui étudie un autre objet, comme, je sais pas, des condensats de Bose-Einstein par exemple, mais qui va trouver sans s'y attendre une solution au problème auquel nous, on s'est attaqué. L'effet Doppler. Imaginons deux personnes, appelons-les A et B. A se met à crier. En criant, elle émet une onde qui se propage dans l'air avec une certaine fréquence. Si la fréquence est grande, le son va être aigu. Si la fréquence est petite, le son va être grave. B, qui se trouve à une certaine distance de A, entend le son produit, car il reçoit les ondes sonores avec la même fréquence.
Maintenant, observons ce qui se passe si A se rapproche de B. On voit que les ondes devant A s'écrasent. Ceci implique que leur fréquence augmente, car la distance entre deux ondes diminue. De l'autre côté, les ondes s'étirent. Ainsi, leur fréquence diminue, car la distance entre deux ondes augmente. Comme la fréquence à droite a augmenté, B va entendre des ondes sonores plus aiguës. Et si B se trouvait de l'autre côté, comme la fréquence à gauche a diminué, alors B entendrait des ondes sonores plus graves. C'est ça qu'on appelle l'effet Doppler. Pour résumer, si un objet émet une onde avec une certaine fréquence et qu'il se rapproche du récepteur, alors le récepteur recevra l'onde avec une fréquence plus élevée. Et à l'inverse, si l'émetteur s'éloigne du récepteur, alors le récepteur recevra l'onde avec une fréquence moins élevée. Un bon exemple de l'effet Doppler est le déplacement d'une voiture. Lorsque la voiture se rapproche de nous, on entend une note aiguë, et lorsqu'elle s'éloigne, une note plus grave. D'une manière plus générale, l'effet Doppler ne s'applique pas qu'au son, il s'applique à toutes les ondes. C'est pour ça que lorsqu'une galaxie s'éloigne, on la voit légèrement plus rouge, et lorsqu'elle se rapproche, légèrement plus bleue. Et tout d'abord, la lumière. Est-elle une onde ou une particule? La question s'est posée dès l'époque de Newton. Elle a divisé le monde scientifique jusqu'aux expériences décisives du XIXe siècle, confortant l'hypothèse ondulatoire. L'une des plus célèbres est celle de Thomas Young en 1802. Un faisceau de lumière qui passe à travers deux fentes parallèles produit des interférences sur l'écran. L'alternance de bandes sombres et de bandes claires est révélatrice du phénomène ondulatoire. Les ondes se superposent en opposition dans les bandes sombres, en phase dans les bandes claires. À la fin du XIXe siècle, la question semble définitivement réglée. La lumière est une onde. Le spectre électromagnétique, qui se construit peu à peu, est gradué en longueur d'onde. Mais en 1905, Einstein cherche à expliquer l'effet photoélectrique, une émission d'électrons par une plaque métallique exposée à la lumière. À la lumière, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi une lumière bleue est-elle capable d'extraire les électrons du métal, mais pas une lumière rouge, même en augmentant et augmentant encore son intensité? Inspiré par Planck, Einstein annonce alors que la lumière est composée de quanta. Plus tard baptisées photons, ces particules sans masse ont une énergie qui dépend de la fréquence de l'onde associée. Le spectre électromagnétique s'enrichit d'une nouvelle échelle graduée en énergie. Nous arrivons en 1924. Alors que la double nature de la lumière reste difficile à admettre, le physicien français Louis de Broglie fait une proposition encore plus déconcertante. La dualité touche aussi l'électron. L'électron est une particule, bien sûr, mais également une onde. Des chercheurs reproduisent l'expérience d'Young. Une seule fente ouverte à gauche, puis à droite, puis les deux fentes ouvertes. Si les électrons se comportaient comme des balles de fusil, on verrait deux zones d'impact bien séparées. Au début, les points d'impact sont aléatoires. Impossible de prédire l'endroit où un électron va frapper l'écran. Mais en poursuivant l'expérience, une figure d'interférence finit par se former, comme si chaque électron passait par les deux fentes en même temps. Manifestement, on obtient avec des électrons la même figure d'interférence que celle qu'on voit avec la lumière. L'expérience d'Young sur les électrons est l'une des plus belles, parmi toutes celles qui mettent en relief les phénomènes quantiques fondamentaux. Le microscope électronique arrive à point nommé pour prendre le relais du microscope optique, dont la résolution est limitée par la longueur d'onde de la lumière.
le pouvoir de résolution de l'électron est plus de 600 fois supérieur au photon. La longueur d'onde théorique du faisceau d'électrons est de l'ordre de 0,002 nanomètres. En réalité, la résolution d'un microscope électronique est de l'ordre de 0,1 nanomètre à cause de certaines aberrations des lentilles magnétiques. Le microscope électronique permet de voir des virus, des molécules et même, depuis peu, des atomes. Finalement, la physique quantique, née au début du XXe siècle, a concilié les deux hypothèses. Selon son interaction avec la matière, la lumière peut se manifester sous forme d'onde ou sous forme de corpuscules, les fameux photons. Une onde est caractérisée par une longueur d'onde, un photon possède une énergie, mais sur quelle étendue, sur quelle gamme? Dans une chambre au volet clos, il pratique une petite ouverture pour isoler un rayon de soleil. Dans le filet de lumière, il place un prisme de verre. Par réfraction, la lumière se décompose en un arc-en-ciel de couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. En réalité, l'indigo n'existe pas dans le spectre, mais Newton l'a rajouté pour faire bonne mesure. Le chiffre 7 est à cette époque doté de vertus magiques et mystérieuses. 7 couleurs. La lumière va rester cantonnée à 7 couleurs pendant tout le XVIIIe siècle, appelé siècle des Lumières, car les philosophes étaient convaincus de rentrer dans un nouvel âge illuminé par la raison et la science. En 1800, l'astronome anglais William Herschel place des thermomètres dans le spectre solaire pour mesurer la température des différentes couleurs. Surprise! Au-delà du rouge, là où l'œil ne voit plus rien, le thermomètre monte encore. Il vient de découvrir la première lumière invisible, l'infrarouge. Et de l'autre côté, là encore la surprise est grande, quand, un an plus tard, en 1801, le chimiste allemand Johann Ritter expose au spectre solaire une plaque photographique recouverte de chlorure d'argent. Il constate qu'elle réagit particulièrement au-delà du violet. Il existe donc une deuxième lumière invisible, l'ultraviolet. Il manque encore une graduation, une échelle. C'est chose faite, toujours en 1801, avec le médecin anglais Thomas Young, qui interprète les couleurs comme une manifestation de la longueur d'onde de la lumière. Sa célèbre expérience des franges d'interférence lui permet de mesurer les longueurs d'onde en question, qui sont de l'ordre du micron, le millième de millimètre. En 1885, le physicien allemand Heinrich Hertz cherche à vérifier expérimentalement la théorie électromagnétique de Maxwell, et à la populariser car elle est encore mal comprise. Il fait passer un courant de haute tension dans un circuit électrique à éclateur, deux petites sphères métalliques écartées de quelques millimètres. Les charges s'accumulent dans le circuit jusqu'au jaillissement d'une étincelle. Le savant constate qu'une autre étincelle jaillit simultanément à quelques mètres de distance dans une antenne en forme de boucle. De l'énergie a été transmise d'un circuit à l'autre sans l'aide d'un fil conducteur. Qui l'a transportée? Hertz a la réponse. C'est une onde électromagnétique, une onde qui a les mêmes propriétés que la lumière, réflexion, réfraction, vitesse de 300 000 km par seconde. Il mesure sa longueur d'onde en déplaçant l'antenne, environ 1 mètre. Ainsi, le spectre s'enrichit des ondes hertziennes, appelées plus tard ondes radio, quand les premiers postes radiophoniques feront leur apparition. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen étudie le courant électrique passant dans une ampoule où l'air est à faible pression. Il constate que l'ampoule produit des rayons capables de traverser les boîtes, les sacs, les valises et le corps humain. Il les nomme rayons X. Rayons, car ils se propagent en ligne droite, comme la lumière, et X, car il n'en connaît pas la nature. Malgré ce doute, les rayons X sont immédiatement exploités en médecine pour la radiographie, mais restent mystérieux car aucun instrument d'optique n'est capable de les réfléchir, de les focaliser, de les disperser ou de les diffracter. Ce n'est qu'en 1912 que le physicien allemand Max von Laue réussit expérimentalement à obtenir la diffraction des rayons X par un cristal. Il s'agit donc bien d'une onde électromagnétique, mais de longueur d'onde extrêmement courte, située au-delà du domaine ultraviolet. Ce n'est pas fini. Il existe un rayonnement de longueur d'onde encore plus courte. Sa découverte met en scène 4 personnages. Henri Becquerel, qui découvre la radioactivité en 1896,
Marie Curie qui isole le radium en 1898, Paul Villard et Ernest Rutherford qui montrent en 1900 que la radioactivité est de 3 types, alpha, bêta, gamma. Rutherford n'établit la nature électromagnétique des rayons gamma qu'en 1914, quand il observe leur diffraction par des surfaces cristallines. Le spectre électromagnétique est quasiment complet, mais il reste une frontière floue entre les ondes radio et l'infrarouge. Elle sera précisée dans les années 1940 avec l'introduction des micro-ondes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais développent en effet les radars pour détecter à distance les bombardiers allemands. Les radars fonctionnent sur le principe de la réflexion des ondes électromagnétiques, les longueurs d'onde allant de 30 mètres à 10 cm, c'est-à-dire des ondes radio aux micro-ondes. Dans les années 1950, des ingénieurs américains constatent que les radars à micro-ondes échauffent les objets situés à proximité. C'est ainsi qu'un dispositif militaire est à l'origine d'un mode de cuisson très pratiqué aujourd'hui. Il aura donc fallu presque 3 siècles pour découvrir le rayonnement électromagnétique dans toute son étendue, dans toutes ses lumières et dans toutes ses grandeurs. Notre œil n'en détecte qu'une infime partie, nous sommes presque aveugles. Heureusement, nous avons inventé des instruments pour pallier le manque de sensibilité de nos organes. Aujourd'hui, le développement de détecteurs ultrasensibles nous permet de capter les lumières invisibles, de les traduire, de voir leurs effets. La lumière est devenue un merveilleux outil d'exploration. Exploration de l'univers, qui émet dans toutes les longueurs d'onde. Les satellites d'astronomie nous transmettent non pas une image globale du ciel, mais une série d'images pour chaque longueur d'onde, ce qui permet de dresser une carte très précise du cosmos et des différents objets qu'il contient. Nuages de poussière, étoiles visibles et invisibles, galaxies, étoiles à neutrons, trous noirs, supernovas. Exploration de la matière, éclairée à différentes longueurs d'onde. Elle se fait avec des instruments de plus en plus performants, comme les sources de lumière synchrotron. Soleil, la nouvelle source synchrotron française, est capable d'émettre toutes les lumières de l'infrarouge aux rayons X avec une exceptionnelle brillance. Grâce à la lumière, grâce à toutes les lumières, notre regard est devenu aujourd'hui plus perçant. Nous voyons mieux, plus loin, plus petit. Progressivement, nous prenons connaissance du monde qui nous entoure. L'œil humain est réglé pour percevoir une étroite bande du spectre électromagnétique. Ce que nous voyons n'est en fait qu'une infime partie de la lumière de ce spectre. La seule chose qui différencie chaque partie du spectre, c'est la longueur d'onde. Elles n'ont pas toutes la même énergie, par contre pour le reste, elles sont identiques. Si on pouvait baisser le réglage de nos yeux, on verrait des ondes à basse fréquence, comme les ondes radioélectriques, les ondes courtes et les infrarouges. À l'inverse, si on pouvait l'augmenter, on verrait des ondes à plus haute fréquence, comme les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et si on voyait le monde avec toutes ces fréquences, on s'apercevrait qu'absolument tout émet de la lumière. Ce qui est étonnant avec la matière et que beaucoup de gens ne comprennent pas nécessairement, c'est qu'elle émet de la lumière. On émet tous de la lumière, c'est juste qu'on l'émet à un niveau que les yeux ne voient pas. Par exemple, si notre corps est chaud au toucher, c'est parce qu'il émet des rayons infrarouges. Cette caméra vous montre mon corps en infrarouge. Les endroits chauds de mon corps émettent des infrarouges, comme ma tête. Plus il y a d'énergie, plus les fréquences sont hautes. Et les rayons à plus forte fréquence sont les rayons gamma. Les rayons gamma sont mortels. Ils contiennent tellement d'énergie qu'ils peuvent briser les liaisons moléculaires. Ils peuvent provoquer des cancers en faisant de gros dégâts dans les tissus et les cellules. Par contre, comprendre ce qu'est un atome, ce qu'est un électron, ce qu'est une molécule, ça finalement, on a su le faire relativement récemment. Et on s'est rendu compte, en faisant ça, que l'atome, la molécule, l'électron, tous ces objets très petits qui composent, par exemple, notre corps, ne se comportent pas du tout comme on en a l'habitude. Si vous prenez un objet quantique comme un atome, il ne faut surtout pas l'imaginer comme une boule. Il ne faut pas l'imaginer comme une balle de tennis, par exemple. Un objet quantique, une balle de tennis quantique, par exemple, ça serait à la fois une balle, un corps, on dit, nous, qui a une masse, qui peut rebondir, qui a un poids, qu'on peut bouger, et en même temps, une onde.
C'est assez étonnant et c'est assez surprenant et on a beaucoup de mal à s'y faire, mais dès que vous allez penser à un objet quantique, il faut l'imaginer à la fois comme un corps et une vague, un peu comme une vague dans la mer. Alors ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une idée de physicien? En fait, non, ça a été testé expérimentalement et on le teste, nous, au quotidien dans nos laboratoires. Et même, on utilise en général ces propriétés-là pour créer des nouvelles technologies, par exemple. Et vous allez voir que cet ingrédient-là, que n'importe quel objet de physique quantique est à la fois un corps et une onde, va être crucial pour comprendre la supraconductivité. Alors, quand est-ce qu'un objet est quantique? Quand est-ce que les lois de la physique quantique s'appliquent? Eh bien, elles s'appliquent à tous les objets un peu petits. Alors petit, c'est par exemple un atome. Là, je l'ai dessiné comme une boule, mais vous avez bien compris que mon dessin ne vaut rien du tout parce que c'est une boule dont les bords sont un peu flous et qui est en fait plutôt une onde qu'une boule. Il faudrait qu'elle soit un petit peu comme ça. Et ce n'est pas juste parce qu'elle irait vite, c'est vraiment parce que l'électron dans l'atome est partout à la fois. Cet objet-là fait 1/10 milliardième de mètre ou 2/10 milliardième de mètre, donc on est à l'échelle du très petit. Autre exemple d'objet quantique, une molécule. Si vous prenez plusieurs atomes et que vous les assemblez, ici par exemple une molécule de 60 atomes de carbone, ça reste un objet complètement quantique. Cette molécule-là se comporte comme un corps et une onde, au point que des physiciens ont même réussi à la prendre et à l'envoyer contre deux fentes et à se rendre compte qu'elle passait à travers deux fentes à la fois. Autre objet quantique de notre quotidien, la lumière. La lumière qui m'éclaire par exemple en ce moment, ou qui vous éclaire peut-être vous, chez vous, devant l'ordinateur. Cette lumière-là est composée de photons, des petits grains qui sont en même temps des ondes. Et la couleur de la lumière, c'est justement d'ailleurs la distance entre les vagues de l'onde. Donc finalement, la physique quantique, on baigne dedans sans s'en rendre compte. Capitaine, vous êtes notre spécialiste en physique. Est-il possible qu'une créature se trouve ici sans qu'on puisse la percevoir? Théoriquement, c'est tout à fait possible, oui, mon général. Enfin, si on se réfère à la physique quantique, la matière existe à la fois en particules et en ondes. Si les ondes des ritus sont déphasées de 180 degrés par rapport aux nôtres pour arriver au niveau subatomique, alors leurs ondes sonores et lumineuses ne seraient pas détectables. Je dois dire que je suis très impressionné d'avoir un amphithéâtre plein pour entendre parler du vide. A priori, c'est un sujet, on pourrait dire que c'est assez creux et qu'il n'y a rien à dire sur le vide, c'est ce qu'on aurait pu penser. Eh bien, je vais essayer de vous montrer que le vide, c'est en fait, ça a accompagné des bouleversements scientifiques majeurs, le passage de la physique, déjà dans la physique classique, à la fin de l'époque de la physique classique du 19e siècle, la question du vide était une question centrale. Notamment, le vide était-il vide ou y avait-il de l'éther dans le vide? Ensuite, on est passé à la théorie de la relativité. De nouveau, le vide a été une question centrale à travers la propagation de la lumière dans le vide et la vitesse constante de la lumière et le bouleversement sur l'espace et sur le temps qu'a amené la théorie de la relativité et donc la compréhension du vide. La mécanique quantique introduit des ondes partout, même pas attachées à la matière, les électrons sont des ondes, donc remplissent tout l'univers, un électron remplit tout l'univers, donc il y a déjà la notion de vide va être fortement bouleversée. Et finalement, quand on combine la mécanique quantique et la théorie de la relativité, on obtient des fluctuations quantiques du vide qui peuvent donner un espèce de vide qui fourmille de particules pendant des temps très courts, et plus les temps sont très courts, plus le vide fourmille de particules, et il apparaît comme un quasi-milieu, j'en parlerai, et les particules réelles se propagent dans ce quasi-milieu fourmillant, lequel quasi-milieu donne une certaine viscosité, et c'est ça qui donne une masse aux particules. C'est la théorie moderne de la physique des particules. La masse des particules n'est plus une propriété intrinsèque, c'est une propriété dans la manière dont les particules interagissent avec ce vide fourmillant. Et ce vide fourmillant, il est sensible aussi à la nature, bien sûr aux lois physiques et à la composition de l'univers, et notamment, il est sensible, c'est un espèce de milieu sous-jacent, il est sensible même à la température de l'univers, et on pense que le vide a pu connaître des transitions de phase. Et on est bien obligé d'imaginer maintenant que le vide possède une énergie. Alors comment mesurer cette énergie? C'est ce que je dirai à la fin. C'est que normalement, vous savez qu'on est sensible essentiellement à des différences d'énergie. On ne connaît pas l'énergie absolue d'un état. Ce qu'on voit, c'est des différences d'état, des différences d'énergie. Mais il se trouve que la gravité, elle, est sensible à l'énergie en valeur absolue. Et donc par la gravité, on peut voir si le vide a une énergie. Et les derniers résultats, c'est le dernier morceau du puzzle, du vide, les derniers résultats cette fois-ci de cosmologie et non plus de physique des particules ont montré que quand on regarde la lumière se propager sur de très grandes distances, on est obligé d'admettre que le vide possède une énergie. Et c'est une des grandes interrogations. L'énergie du vide, on pourrait dire c'est négligeable, c'est rien du tout. Ben non, on trouve que ce qu'on trouve actuellement, c'est que c'est la forme d'énergie qui domine la gravité, qui domine l'univers.
Ça n'est pas la matière visible, ça n'est pas le rayonnement, ça n'est même pas la matière noire dont tout le monde vous a parlé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il semblerait que c'est l'énergie du vide qui triomphe. Alors on pourrait dire, bon, ben, la boucle est bouclée, maintenant on arrive à une compréhension du vide avec une énergie. C'est pas tout à fait vrai parce que la valeur que l'on mesure, puisqu'on mesure quelque chose pour l'énergie du vide, a rien à voir avec les préjugés qu'on pourrait avoir par les calculs, même des calculs aux dimensions, que l'on peut faire avec la physique des particules. Il y a, alors soit l'énergie du vide devrait être zéro pour une raison qu'on ne comprendrait pas, mais si elle n'est pas zéro, on s'attendrait à ce qu'elle soit beaucoup plus importante que ça. Et on parle de 120 ordres de grandeur, c'est la grande énigme de ce qu'on appelle aussi la constante cosmologique. Parce que tout le monde pense que dans le vide, il n'y a rien. Mais d'après l'autoconsistance interne, la consistance de la mécanique quantique et la théorie de la relativité, il doit y avoir un équivalent de 10 puissance 94 grammes d'énergie-masse en considérant chaque gramme de l'énergie identique à la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et cela représente beaucoup. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que si l'on pouvait supposer que l'univers est plat, chaque fois on découvre plus de chiffres astronomiques qui démontrent qu'il est plutôt plat. Si l'on pouvait supposer cela, nous prendrions ensuite du volume ou nous pourrions prendre le vide d'un seul atome d'hydrogène qui mesure environ 10 puissance moins 23 cm3. Si l'on prenait cette quantité de vide et que l'on extrayait l'énergie latente, on verrait qu'elle a 3 billions de plus d'énergie que toute la matière de toutes les étoiles et de toutes les planètes dans un rayon de 20 millions d'années-lumière. C'est beaucoup, énormément. Et si la conscience te permet de contrôler, même s'il ne s'agit que d'une infime fraction, il est alors facile de provoquer un Big Bang. Les organisations comme la NASA ou la British Aerospace essaient de profiter de cette incroyable mer d'énergie, tellement grande qu'elle est impossible à imaginer. Et ils pensent que si on peut l'exploiter, nous serons capables de voyager dans d'autres galaxies. Ils comprennent que dans l'espace vide, il y a une énergie incroyable. Il n'était pas branché. Qu'est-ce que c'est que ça? Un EDPZ. Et c'est quoi? Un extracteur de potentiel du point zéro. Une espèce de générateur inventé par les anciens. Il tire son énergie des fluctuations de vide. C'est la seule source d'énergie assez puissante pour alimenter l'arme des anciens trouvée en Antarctique par SGR. Mais Steve Lamoureux, un physicien atomique de l'université de Yale, s'est juré de localiser cette curieuse forme d'énergie et il pense que la réponse se trouve tout autour de nous, dans la matière même de l'espace. On imagine toujours le vide spatial complètement vide, mais en fait, il y a une densité énergétique dans l'espace vide qu'on appelle l'énergie du point zéro de l'espace. En mécanique quantique, le vide spatial est en théorie constamment traversé de vibrations d'énergie microscopiques avec des particules qui naissent et meurent. Pour créer de l'énergie négative, il faut trouver le moyen de supprimer cette activité constante. Steve a compris que pour ce faire, il fallait modifier la forme de l'espace. Voilà une analogie. Si deux bateaux sont sur une mer agitée, l'un et l'autre vont avoir tendance à renvoyer les vagues au loin. Donc la vague présente entre les deux bateaux est moindre comparée à celle qui entourerait un bateau seul sur une mer déchaînée. Donc deux bateaux sur une mer agitée s'attirent l'un l'autre. Steve s'est dit que s'il créait une zone d'espace vide assez étroite, comme celle entre les deux bateaux, alors une partie de l'énergie du point zéro ne tiendrait pas dedans. L'énergie de l'espace vide, en dehors de la zone étroite, serait plus forte et la forcerait à se réduire. Cette force serait la signature de l'énergie négative et Steve a cherché à la créer dans son laboratoire. Son idée allait le dévorer pendant plus d'une décennie. On l'appelle la machine à remonter le temps. C'est la numéro 2 en fait. C'est la deuxième version. Comme j'y ai investi 15 ans de ma vie, ce qui fait beaucoup, c'est une machine à perdre son temps plus précisément. Dans cette chambre à vide se trouvent deux petites plaques de métal distantes d'à peine un cheveu l'une de l'autre. Pour les rapprocher à ce point sans qu'elles se touchent, le métal doit être parfaitement plat, à un niveau quasiment atomique.
Les fluctuations du point zéro de l'espace libre tiennent moins bien entre les plaques. Donc, quand on rapproche les deux, il y a moins de fluctuations entre elles qu'à l'extérieur. La force augmente et elle s'intensifie à mesure que les plaques se rapprochent. Et c'est cette force qu'on dit venir de l'énergie négative. Imaginons deux bouts de carton qu'on met dans une boîte avec des chips de polystyrène qui flottent autour. Si les cartons sont assez proches pour que les chips ne puissent pas se coincer entre eux, alors le gros des collisions se passe à l'extérieur et non entre eux, et les cartons sont soumis à une force qui les rapproche. Et par analogie aux chips à l'extérieur, on a des photons à l'extérieur qui rapprochent les deux plaques. C'est l'énergie négative. L'énergie d'un point zéro fluctuant à l'extérieur des plaques est plus forte que celle à l'intérieur, de sorte que la pression venant de l'extérieur les rapproche. Ou, autrement dit, l'énergie négative entre les plaques distord l'espace autour de celles-ci. Grâce à son travail méticuleux, Steve est la première personne sur Terre à avoir mesuré une force produite par l'énergie négative. Mais la quantité détectée est minuscule. Cette force est égale au poids d'un globule rouge dans son champ de gravitation, très petite. Mais si on ajoute des milliers de ces plaques, comme dans notre expérience, on arrive à une force palpable et utile. La découverte de Steve n'est peut-être qu'un petit pas vers la distorsion, mais elle confirme que la métrique d'Alcubierre n'enfreint pas les lois de la physique. Les physiciens les plus rigoureux ont essayé de s'accrocher à la réalité physique pour comprendre de quoi elle est faite et voir les éléments impassibles de construction de la vie. Sur cette base, la vie, l'univers, nous échappent des mains et ils s'accrochent à une idée qui devient chaque fois plus abstraite, qui est définie comme le champ unifié. C'est une pure possibilité abstraite qui émerge en forme d'ondes de vibrations pour donner lieu aux particules, aux personnes, à tout ce que l'on voit dans cet univers énorme. Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. Je demande à Ray où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore. C'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur. Qui a parlé? Où es-tu? C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par As. Au-dessus?
Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Es-tu un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh? Direction? Non. Oui. C'est que... il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions.